à toutes et hello à tous. Bienvenue dans Équidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Équidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écuries, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Équidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Bienvenue dans ce 8e épisode de la saison 1 d'Équidé. Après une petite pause de quelques semaines, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ou peut-être représenter Karine Tirant. J'ai connu Karine à travers le documentaire Sans attache de Leila Pagès, dont on a parlé dans l'épisode 7. Ce qui m'a intriguée chez Karine, c'est une fois de plus son parcours, puisqu'elle a en fait d'abord été vétérinaire avant de changer de vie, d'approche avec les chevaux et de métier, pour se consacrer à sa relation avec les chevaux qu'elle enseigne en tant qu'hippothérapeute dans son domaine en Belgique. Avec Karine, on a échangé sur son parcours atypique, ses interrogations sur la relation aux animaux déjà présente pendant ses études vétérinaires, son voyage en roulotte en famille et l'approche qu'elle développe aujourd'hui dans ses cours et ses stages avec les chevaux. Vous allez le voir, c'est une approche globale très intéressante. Et Karine est elle aussi, comme tous mes autres invités, une personnalité passionnée et vraiment inspirante, qui personnellement m'a fait m'interroger sur beaucoup de choses, notamment la notion de dominance entre l'homme et le cheval. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse ouvrir grand vos oreilles, votre esprit et votre cœur pour écouter cet épisode en compagnie de Karine. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Karine et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec grand plaisir, je suis contente d'être là. Je suis contente de vous accueillir sur le podcast Équidé. J'accueille toujours mes invités en leur demandant un petit peu ce qui les a amenés à se rapprocher des chevaux. Alors vous, comment et pourquoi vous vous êtes rapprochés des chevaux à l'époque? Peut-être que vous étiez enfant ou peut-être adolescente? C'est enfant en fait. Toute petite, on habitait une maison dans un petit village dans lequel il y avait un manège. Et mon jardin était entouré de murs et d'un ruisseau. Et en fait, j'entendais, mais j'étais vraiment petite, je devais avoir 2-3 ans, j'entendais le bruit des sabots des chevaux quand le propriétaire du manège emmenait ses chevaux dans les prairies. Et donc, c'est la première chose, c'est le son des sabots des chevaux sur le macadam. Et puis, un jour, j'ai été assez grande que pour sortir de mon jardin sans autorisation. Et j'ai été rejoindre ce bruit que j'entendais. Et en fait, le monsieur me connaissait puisqu'on habitait un petit village. Il m'a pris par la main et il m'a emmené conduire les chevaux en prairie. Et puis, il m'a ramené chez moi. Et c'est comme ça que l'histoire a un peu commencé. Et de fil en aiguille, je devais avoir 5-6 ans quand j'ai alors été officiellement dans ce petit manège de campagne et où j'ai découvert les chevaux. Alors c'est un endroit en fait un peu, enfin une histoire un peu particulière pour moi parce que elle était effectivement très forte puisque c'était un élan, et en même temps le lieu, enfin je me suis rendu compte avec le temps que le lieu dans lequel équestre dans lequel j'ai évolué à ce moment-là avait vraiment des contradictions incroyables. Donc dans le sens où ce monsieur avait beaucoup de prairies, donc les chevaux avaient finalement une vie assez chouette pour eux parce que ils étaient très souvent en prairie et ramenés dans les box au moment des leçons ou des promenades, et puis directement reconduits dans les prairies. Et même en hiver, je sais qu'il conduisait les chevaux en prairie. Donc ça, c'est un concept dans lequel j'ai baigné très très vite et très tôt. Et par contre, bon voilà, c'était une équitation
classique, western, mais plutôt classique. Enfin, de balade. On faisait vraiment de la balade. Et malheureusement, cet homme était alcoolique. Et quand il était alcoolique, enfin quand il buvait plutôt, parce que c'était pas son état permanent évidemment, il était très très brutal avec les chevaux. Hmm. Et j'ai vu des scènes, enfants, d'ailleurs rien que d'en parler, j'ai des frissons partout. Hmm. Évidemment, j'avais pas d'autres références, donc j'étais un peu dans cette espèce de double vision de la relation avec l'animal. Et c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai pris conscience de ce décalage là. Bon, par ailleurs, il n'était pas brutal dans les cours, etc., hein, donc Ouais. c'était vraiment très ponctuel. Et je n'avais pas d'autres adultes référents au niveau familial, au niveau des chevaux, quoi. Donc c'était le milieu équestre dans lequel je baignais. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'à l'époque, les réglementations au niveau de la circulation des cavaliers en extérieur, etc., ça n'existait pas. Ouais. Et donc très très tôt, je devais avoir une dizaine d'années, même pas 12 ans, ça je suis sûre, je guidais des promenades avec des groupes d'adultes derrière moi Ah et oui. j'étais responsable. Donc voilà, c'était beaucoup une équitation d'extérieur en tout cas. Ouais. Donc ça, c'était voilà, le début de l'histoire. Et du coup, la petite fille que vous étiez, elle sentait qu'il y avait entre guillemets, un problème avec cette attitude qu'il avait brutale un peu avec les chevaux, mais comme vous n'aviez pas de repère, vous osiez pas forcément. Ben, c'était particulier. Alors, enfin, assez rapidement, dans les années qui ont suivi ce démarrage, je crois que je devais avoir 9 ans, alors donc 3 ans après, des amis de mes parents étaient eux-mêmes en lien avec les chevaux dans la région de Serroumousti, en Belgique, c'est près de Wavre. Et là, pendant les vacances, j'allais faire des stages dans ce manège-là pendant Hmm. 15 jours. Je logeais chez les amis, etc. Et donc là, j'ai pu expérimenter un Ouais. autre rapport avec le cheval et un autre type d'équitation. C'était un manège à l'époque où un, un homme était très imprégné de l'équitation, allez, du grand maître là, portugais, Nuno Nuno. Oliveira. Et donc, Mhm. on avait la chance de monter des chevaux qui étaient au bouton. Enfin, c'était très, très, très chouette de passer par cet espace-là. Et puis bon, à un moment donné, ça s'est arrêté et puis bah, l'histoire a continué. Moi, j'ai rencontré des gens ici dans le coin où on a déménagé et on a des gens qui élevaient des trotteurs en fait. Et donc là, j'ai beaucoup beaucoup entraîné des jeunes poulains et puis monté des jeunes poulains et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à en faire votre métier, puisque à la base vous êtes vétérinaire, entre autres équin? Euh, alors ça c'est mon histoire personnelle. J'étais plutôt quelqu'un de sauvage, une fille sauvage et garçon manqué. Et donc les humains c'était un peu compliqué pour moi. Et donc je me suis vraiment réfugiée dans le monde du cheval et dans la forêt, et donc c'était une évidence. Bah, qu'est-ce que tu fais après tes humanités? Ben, je vais soigner les animaux. Et Hmm. donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ces études-là. Maintenant, j'ai déchanté assez rapidement
entre ce désir d'être auprès des animaux, de les comprendre, de les soigner, et cette réalité des études qui, en même temps, étaient intéressantes en partie, mais aussi cette forme de distance qu'on nous oblige à prendre très rapidement et qui pour moi ont été vraiment des traumatismes en fait. Une des choses les plus fortes, donc dans les 3 premières années, on était dans une université, je crois que ça a un peu changé maintenant, mais où pour apprendre l'anatomie, etc., on disséquait les animaux. Alors il y avait des animaux morts, bon ben voilà, ils étaient morts, mais aussi on accueillait des poneys et des vieux chevaux, pas toujours si vieux ni si cassés que ça, et on avait des équipes, hein, on était des équipes de plusieurs étudiants, et on devait, pour chaque semaine, euthanasier un poney, et dans des circonstances un peu particulières parce qu'il fallait lui injecter des produits spéciaux pour Hmm. que dans les veines soient bleues, que dans les artères soient... Ah oui, d'accord. Et donc il y a tout, on se levait très tôt, on devait très tôt se lever, et il y avait tout ce côté, enfin, que moi j'ai vraiment du mal avec ça. Ouais. Parce qu'effectivement ils étaient pas malades, ils étaient pas condamnés, voilà. Oui, C'était puis c'est le paradoxe, j'imagine, de vouloir faire ce métier parce qu'on a envie de les aider, de les Voilà, sauver, et puis devoir exactement, finalement exactement. en mettre à Donc mort. ça, Ça... c'est un peu la rencontre avec aussi une forme de violence finalement qui était, voilà. Ce qui vous attirait, en fait, vous, c'était vraiment la proximité avec l'animal, la relation déjà à Oui, l'époque, en fait. Vous oui. n'aviez pas été trop dans une logique de progression, même dans le centre équestre, quelque chose de Non, non, très non, pas du cadré et tout. tout. C'était, Oui, voilà. quand on était dans cet autre manège-là, en fait, on a été dans un premier manège et puis l'ami de mon père a déménagé, ses chevaux étaient dans un autre. Et dans le deuxième, là, il y avait de la compétition, mais c'était de la petite compétition. Et moi, j'ai pas beaucoup participé à ça, non. Hmm. Donc le métier de vétérinaire, c'était pour vous en rapprocher encore et les Oui, accompagner dans oui, le oui, c'était quotidien. vraiment, oui, oui, c'était pour être en lien avec les animaux. Et mon rêve, c'était après de faire l'océanologie pour Hmm. être en contact avec les dauphins. Ah oui. L'océanographie, pardon. Logie, graphie, bref. Pour être en contact avec les dauphins, que je n'avais pas rencontré à l'époque, c'était juste dans les livres, dans Un rêve, le ouais. feuilleton TV que tout le monde a sans doute vu à l'époque, Flipper le dauphin. Et, euh, et voilà, et j'ai appris bien après là aussi la contradiction entre ce dauphin qui était apprivoisé, domestiqué et tout ce qu'il a subi et le dresseur de ce dauphin dans les feuilletons euh, a viré complètement Hmm. son regard et sa façon d'agir au niveau des dauphins. Et après, il a travaillé à réhabiliter Ouais, ces dauphins domestiqués dans le milieu sauvage. Et enfin voilà, enfin comme ça, j'ai quoi. su beaucoup, Hmm. beaucoup plus tard, évidemment, mais voilà. Alors du coup, donc vous déchantez un petit peu dans ce parcours d'études vétérinaires, mais vous en venez quand même à exercer le métier, il me semble. Oui, 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 et voilà, j'ai très vite eu mon cabinet vétérinaire petits animaux et en parallèle, j'avais ici, tout proche de chez moi, un vétérinaire qui soignait les chevaux, qui était spécialisé dans les chevaux, que j'avais rencontré parce que la jument que j'avais à l'époque s'était blessée et on l'avait emmenée chez lui pour qu'il la soigne parce que c'était assez grave au niveau de... Elle s'était ouverte les membres.
Et c'était la dernière année de mon année vétérinaire, et donc j'avais sympathisé avec lui, et donc je l'ai accompagné dans ses tournées pendant très longtemps, tout en ayant ouvert mon propre cabinet. Et puis à un moment donné, il m'envoyait aussi faire des visites pour lui, et puis voilà. Donc j'ai pratiqué oui, une petite dizaine d'années. Oui, c'est ça. Ah, quand Ce que même. j'aimais beaucoup, c'était la relation avec les propriétaires. Donc j'allais beaucoup, bon, beaucoup de visites à domicile, et ça j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup. Ce lien avec le propriétaire, l'animal dans son cadre de vie. Hmm. Et c'était des petits animaux et des chevaux et un peu des moutons. Parce qu'à l'époque, on est devenu, en même temps que mon métier de vétérinaire, on est devenu agriculteur. On a eu l'occasion de reprendre une ferme de 40 hectares, tout proche de l'endroit où on habitait, et donc on a déménagé, on a habité cette ferme. Et donc, voilà, à ce moment-là, je ne travaillais plus avec le vétérinaire chevaux, j'avais mon cabinet et la ferme. Et alors, à quel moment les choses changent un petit peu? Il y a plusieurs choses. C'est que quand on est devenu agriculteur, j'étais aussi déjà maman d'un petit garçon. Et puis, dans tout le parcours à la ferme, j'ai eu deux autres enfants, donc on a trois enfants. Et là, il y a eu d'abord ce grand pas d'accoucher et de devenir maman. Ça a assez bien bouleversé ma vie, parce que je pensais, moi, après mon accouchement, mon enfant irait chez une gardienne, et puis je continuerais ma vie comme avant. Mais en fait, pas du tout. Non, non. C'est Voilà, j'ai ce lien fort avec la vie. En fait, m'a fait prendre une certaine distance par rapport à mon métier. Et puis c'est à ce moment-là, donc un an après, qu'on est devenu agriculteur. Et là aussi, le fait au départ, on avait des moutons, mais pas de vaches. Et puis très vite, on a eu des vaches. Enfin, je passe tous les détails, mais ce lien à l'animal de rente, hein, a aussi évolué, parce que bon, ben voilà, on était agriculteur, on avait des moutons, on devait vendre les agneaux, donc Hmm. il y avait tout ce cycle avec l'animal pour le manger. Et là aussi, il y a une profonde, respect de l'animal, et des interrogations par rapport au fait d'élever et puis de tuer, et surtout de tuer mais dans quelles circonstances. Donc au début, les moutons, en fait, on pouvait les abattre à la ferme. Et donc D'accord. ça, bon, pour moi, ça, bon, c'était pas facile, mais j'étais là. On faisait ça avec le boucher. Mais au moins ça avait du sens, parce que je voyais, il y avait une continuité entre l'agneau que je voyais sortir et qui partait, et il partait dans des conditions que je trouvais relativement respectueuses. Mhm. Par contre, à un moment, les bovins, oui, on a eu des bovins après, et là, en fait, oui, on pouvait abattre deux bovins chez nous, et puis tout le reste, il devait Ouais. partir. Et là, enfin, il y a des choses l'abattoir, tout ça, enfin, c'est devenu très compliqué dans ma tête et dans mon cœur et dans mes tripes. Et donc, euh, pour 36 000 raisons, on a quitté la ferme, euh, qui, et je n'ai pas eu du tout envie de continuer ce lien à l'animal, même si encore je respecte les agriculteurs qui le font Hmm. et qui essayent de le faire en allant jusqu'au bout de la démarche, mais c'est pas toujours évident. On rencontre pas toujours que des gens comme ça. Euh,
voilà, moi je suis principalement végétarienne maintenant, et Moi aussi. donc voilà. Je comprends du coup. En parallèle, vous en étiez où de votre relation avec les chevaux? Est-ce que vous en aviez à vous? Est-ce que vous Oui, continuez à pratiquer, en balade, loisirs? oui, pendant toutes mes grossesses, mes chevaux étaient mes accompagnants kinés, on va dire. Je n'allais Mmh. pas chez la kiné, mais je montais à cheval. Mmh. Donc j'ai vraiment jusqu'au dernier jour, avec les trois enfants, Ah oui. je montais à cheval, oui, oui, vraiment. Tranquillement, hein, Mmh. mais voilà. Donc les chevaux m'ont toujours accompagnée. Alors quand on était agriculteur, c'est vrai que j'avais peu de temps parce qu'on fabriquait à base du lait, le fromage, enfin on allait jusqu'au bout de la transformation. Donc j'avais peu de temps à consacrer à mes chevaux, mais voilà, tous les jours, j'allais les voir. Et quand j'étais enceinte, je montais à cheval. Sinon, je montais pas à cheval. Et donc voilà, ce lien avec le cheval, d'être sur son dos ou d'être à côté de lui, il a toujours été là, très très puissant. J'étais beaucoup à côté d'eux en fait. Et alors aussi, quand les enfants ont grandi, on a acquis une petite ponette Shetland qui a accompagné les enfants et avec lequel voilà, on allait chercher les vaches avec le poney. Ah oui. Donc familialement, il y avait tout un lien avec ce poney et tout ce qu'on faisait avec lui à la ferme. Ouais. Vous Voilà. viviez vraiment avec les Oui, animaux, quoi. oui, C'était, oui, 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 c'était oui. même pas, de l'équitation c'était Non, non, vraiment c'était vivre avec eux. vraiment. On partait en balade. Et puis alors, il y a eu ce grand projet de voyage en roulotte. Ouais. Donc on était agriculteur à l'époque et pour des raisons surtout de cohabitation avec le propriétaire du lieu, de toute cette ferme qu'on louait, et c'était hyper compliqué. Et on allait devoir remettre la fromagerie aux normes en dépensant, à l'époque on parlait encore en millions de francs en Belgique. Mmh. Donc on allait devoir dépenser plus d'1 million de francs belges sur un lieu où on risquait d'être éjecté à tout moment. Ouais. Et donc voilà, j'avais un grand rêve, c'était de partir en voyage avec les chevaux et ça s'est concrétisé. À un moment, je disais toujours à mon mari, mais est-ce que tu pourrais, si on vend tout ce qu'on a sur cette ferme, parce qu'on n'était pas propriétaire de la ferme, mais on était propriétaire des animaux, du matériel, est-ce que on pourrait rembourser cette fameuse dette, parce qu'on était jeunes agriculteurs, on avait fait des grosses dettes. Mmh. Et un jour, il s'est attablé et il a fait le bilan de la vente de tout ce qu'on avait. Et en fait, on arrivait à rembourser notre dette en faisant ça. On n'avait plus rien, mais on remboursait la dette. Vous repartiez de Et, zéro. et voilà. Et donc, à ce moment-là, quand il est redescendu, c'était un matin, il est descendu, il a dit, écoute, ben, t'as raison, en fait, on n'est pas si, on peut se délier de cette dette et alors moi, à ce moment-là, on est parti voir des amis qui avaient une ferme ils étaient pas une communauté, mais ils étaient 5-6 personnes, familles autour de cette ferme. Et on est descendu les voir pour changer d'air et pour se donner des idées. Qu'est-ce qu'on allait faire puisque on pouvait quitter cet endroit et sans rien, mais voilà. Et quand on est allé là, sur le trajet, je suis revenue avec cette idée de partir en voyage, que j'avais déjà un peu comment Dans un coin. évoqué 1 an ou 2 auparavant. Mais là, ça devenait possible. J'ai dit, mais plutôt que de replonger dans un projet agricole aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on part pas en roulotte avec nos enfants? Les 3 enfants étaient nés, la plus jeune avait 4 ans et l'aîné avait 10 ans. Et là, mon mari a dit oui. Il a dit, ah ben oui, ok, on y va.
Et donc, on a vendu tout ce qui... D'abord, on a vendu tout ce qui... Il a fallu 1 an et demi pour que tout ça... Entre le jour où on a dit, OK, on part, Ouais. et on a construit une roulotte nous-mêmes, on a... Ah oui. sur base d'un châssis qu'on avait fait faire. C'était toute une aventure. On avait discuté avec le propriétaire de l'endroit où on vivait en disant voilà, on va partir. On s'était donné un délai d'1 an. Donc on devait partir en avril. Puis finalement, en avril, la roulotte n'était pas terminée. On avait vendu tout le matériel, les vaches, on les avait confiées à gauche, à droite. On avait une solution pour nos propres chevaux qui n'allaient pas partir avec nous parce qu'on avait pour le voyage, on avait acheté 3 chevaux. Donc depuis 1 an, on avait 3 chevaux au fjord qu'on avait un jeune qui n'était pas encore attelé et puis 2 juments déjà plus âgés. Et donc pendant 1 an, on a vécu autour de créer ce projet, de partir, donc la roulotte, entraîner les chevaux, Ah vendre oui. tout ce qui nous appartenait. Et puis la date du mois d'avril est arrivée et on n'était pas prêt à partir. Donc on a fait un espèce de faux départ et on a vécu pendant 3 mois chez ma belle-mère en ayant ma roulotte chez ma belle-sœur. Donc tous les jours on allait travailler à la roulotte et puis enfin bon voilà. Puis finalement le départ a eu lieu et on est parti avec nos 3 chevaux et la famille, le chien, un petit chat, un chaton qu'on nous Génial. avait offert le jour de départ. Et on est parti pour 1 an sur les chemins avec les 3 chevaux. Et là ça a vraiment basculé. Évidemment, J'imagine. la relation avec le cheval au quotidien comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Euh, Et puis dans la lenteur, enfin vraiment à voilà, profiter en exactement, fait exactement. sans objectif. Oui, et on n'avait effectivement pas d'objectif. Au départ, naïvement, on s'était donné entre 1 an et 3 ans Ah de oui. rien, enfin, de voyage. Mon mari avait pendant un peu plus qu'1 an, il a bénéficié nous on appelait ça une pause carrière à l'époque. Mhm. Donc il avait arrêté son travail et il avait un petit pécule euh, et qui suffisait largement pour vivre dans une roulotte avec nos enfants. Et le gros poste à l'époque, dans nos dépenses, c'était les chevaux à l'époque étaient ferrés. J'avais des chevaux ferrés encore, et donc c'était les fers parce qu'ils usaient très Ah très oui. très fort les fers. Ouais. Et donc c'était le plus gros poste de notre dépense. Oui, parce que en dehors de ça, vous aviez votre maison. Ben Il n'y voilà, avait pas d'essence à payer. Il fallait payer peut-être un peu de foin ou de location de exactement. prêt. Oui, et non, on était accueillis. C'était vraiment, on n'a jamais rien payé. Les gens nous Ah ouais. accueillaient. Et donc, on- à ce niveau-là, on n'a même pas dû nourrir les chevaux parce qu'au départ, moi, je pensais qu'on allait devoir au quotidien leur donner du Ouais. grain, etc. Mais en fait, les petits fjords étaient super autonomes au niveau alimentaire. Il n'y avait vraiment pas besoin de les nourrir en dehors de l'herbe qu'ils avaient tous les soirs ou parfois on restait un jour ou 2 chez les personnes, parfois un peu plus et ça suffisait largement. Donc ce poste-là, non. Et vous prévoyiez quand même un petit peu où est-ce que Alors vous on alliez le avait, soir ou c'était mais vraiment... l'année qui a précédé le départ, évidemment, les gens qu'on connaissait nous avaient dit ah mais vous devriez passer là et là il Ouais. faudrait que vous alliez là et là vous irez là. En fait on pensait descendre jusqu'à Saint-Jacques, on pensait faire le chemin de Saint-Jacques et puis après comme on s'était donné 3 ans, on avait dit ben on longera la Méditerranée et on ira jusqu'en Italie, on prendra un bac et on reviendra par les pays de l'Est. Ça, c'était le projet de départ. Ok. Beau projet. Après, ah oui, très gros. Après, la réalité était un peu différente. Quand donc on a quitté finalement entre le mois d'avril et le où on a quitté en septembre finalement la Belgique. Donc l'hiver, l'automne était déjà quand même bien là. Les journées ont raccourci très vite et on s'est retrouvé en Corrèze au mois de novembre. Oh. Et il a fait très très froid Ah oui. et on a eu
une panne. Donc la roulotte à l'avant, il y avait allez, comment ça s'appelle l'endroit? Oh zut. Le plateau avant qui tourne, Oui, je vois. c'est cassé. Et donc on a dû faire une réparation et on a trouvé un chouette artisan qui construisait des machines à vendre, des machines automatiques pour vendre des boissons chaudes, etc. Il avait un D'accord. atelier pour fabriquer ces machines et en fait on nous l'avait référé, c'était l'agriculteur chez qui on avait logé et chez qui on s'était rendu compte que la roulotte était cassée, qui nous avait référé ce jeune artisan et qui était passionné de chevaux aussi et qui a bien voulu nous faire la réparation. Et donc on est resté 15 jours, 3 semaines tout près de chez lui. Et donc il a réparé la pièce qui, heureusement, on pouvait quand même encore vivre dans la roulotte, Oui, mais il a fait très froid. Et donc on a des épisodes là où il faisait super froid, le gaz gelait dans la roulotte. ah C'était- oui, Mais donc voilà. Et les chevaux, on avait trouvé, le gars là, il connaissait des voisins et on avait 10 hectares pour les chevaux qui ont attendu là et un peu de génial. foin. Enfin voilà, le voyage a été plein d'épisodes rocambolesques. Ouais, Et les chevaux, un jour, s'étaient échappés de la prairie dans laquelle on les avait mis. L'agriculteur m'avait dit, oui, oui, pas de problème, il y a du courant sur le fil. C'était un petit fil à hauteur de vache, donc à mm. peine 1 mètre. Et puis on dormait paisiblement, et puis à 6 heures du matin, ils étaient ferrés, on entend clonk, 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 clonk sur le macadam. On se réveille en sursaut, on se dit les chevaux, mais entre-temps les chevaux, ils avaient déjà fait je sais pas combien de... On les voyait déjà plus, et donc c'était toute une épopée. On était près de la nationale 80, ça je me souviens. Et c'est une grosse nationale et les chevaux allaient vers cette nationale. Oh là là. Oui, et gros stress. Et on ne les voyait pas, mais alors Ouais, on a, enfin, il y a un, un gros transporteur de chevaux vivait là-bas. Il faisait du transport international. Et quand les gens du coin ont vu des chevaux en liberté, ils ont cru que c'était les siens. Donc hein? il rayonnait avec son camion dans la zone où on était, où on cherchait nos chevaux. Et donc il y en a un de nous deux qui est parti avec ce gars-là, et puis l'autre était en vélo. Enfin bon, toute une histoire. Et heureusement, avant d'arriver à la nationale 80, il y a une ligne de chemin de fer. Et juste avant, contre la ligne de chemin de fer, il y a un vieux chemin qui partait sur la droite. Et les chevaux ont calé net devant les billes de chemin de fer, enfin les rails de chemin de fer, et ils ont tourné à droite. Et là, on les a retrouvés dans les bois. Enfin bon, bref, je passe tous les détails. Et Ouf, le gars en question nous a ramené les chevaux en camion, gratuitement. Enfin voilà, c'est il y a eu un l'aventure. tas d'épisodes comme ça rocambolesques et qui sont toujours bien terminés. Oui, qui doit vous faire des sacrés souvenirs maintenant à évoquer en Oui, famille. oui, 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 c'est un sacré. Et alors les chevaux, incroyables parce qu'ils étaient toujours, même quand on les lâchait, on avait parfois des grandes prairies de 20 hectares avec des bosquets, des ci, des là. Le matin, ils étaient à la clôture en train de nous attendre. On ne les nourrissait pas, il n'y avait pas de grains, donc c'était Ah vraiment ouais, le plaisir d'être d'être ensemble ensemble. et de voyager, quoi. Les chevaux, ils adorent ça. Voyager, c'est Ouais. le cheval, c'est son truc, quoi, de bouger, quoi. Ouais. Donc voilà, c'était Sacrée aventure. Et donc, vous rentrez au bout d'un an. Et voilà. là, vous sentez que les choses ont changé. Ah ben là, les choses ont complètement changé. Je sais plus que faire d'ailleurs. Quelle casquette prendre, agricultrice, vétérinaire. Et en fait, j'étais un peu en déprime, ou je sais pas comment on appelle ça à l'époque, mais et ce qui m'a sorti de ma léthargie, on va dire, puisque ce voyage, ben, c'est effectivement terminé, c'est
donc mes enfants, on avait des amis qui avaient des enfants de notre âge et ces amis m'ont dit mais pourquoi tu mets pas nos enfants à cheval? Ce serait chouette, leur inculquerais ce que tu sais. Et ça a démarré comme ça, le fait d'enseigner le cheval. Et au moment où on est rentré de notre voyage, ma belle-sœur, à l'époque, avait rencontré pendant l'année où moi je n'étais pas en Belgique, Sylvia Führer, euh, qui est la femme suisse, mais qui vit en France, qui a fait venir Pat Parelli en Europe. D'accord. Et donc ben là, donc c'est l'année où moi je suis rentrée de ce voyage en roulotte. Elle avait fait venir Sylvia Führer dans un manège ici en Belgique, et c'est là que j'ai découvert l'équitation dite éthologique et tout ce monde du cheval. Et donc là, moi je suis rentrée à fond là-dedans. À l'époque, on participait à un stage et puis on pouvait aller voir tous les stages qui se faisaient avec ce même instructeur. Et donc moi, j'ai passé des jours et des jours à observer beaucoup les stages, à moi-même un peu participer évidemment, mais surtout aller voir ces stages et à voilà, découvrir le cheval autrement. Et puis très vite, ça m'a pas suffi. C'était bien, mais et ça restait quand même une équitation dominante, même si elle était respectueuse, basée sur l'écoute du cheval, etc. Ça restait cheval. Maintenant, tu fais ce que je veux. Et ça ne me satisfaisait pas suffisamment. Donc tout ce qui était un peu équitation différente, ben, j'allais voir. J'ai suivi à un moment donné Jean-François Pignon qui faisait ses premiers Ouais. stages à l'époque en Normandie. Donc on est parti à plusieurs de Belgique faire ce premier stage qu'il donnait en Normandie. C'était trop génial. Et puis, ben, je l'ai suivi un petit peu. Et puis, ma fille a fait des stages avec lui quand il venait en Belgique à ce moment-là. Et puis, j'étais en Belgique, il est venu plusieurs fois, donc j'ai été le voir. Et puis, avec ma fille, on est descendu voir son frère, Frédéric, là où il habite, dans le sud. Dans le sud, ouais. Voilà, parce qu'à l'époque, ma fille voulait éventuellement, elle était en âge elle avait terminé ses études d'humanité, et donc elle cherchait un débouché, qu'est-ce qu'elle allait faire après. Et donc on a été passer quelques jours là-bas, et puis d'autres choses. Il y a un Allemand à un moment donné qui travaillait avec un Russe. euh, Comment il s'appelle ce Russe? Netzerov. Donc cet Allemand travaillait avec lui et donc lui enseignait. Donc là, moi, j'ai aussi baigné un peu dans ce type de stage où on était beaucoup à pied, et puis encore d'autres choses. Enfin, j'étais à l'écoute de tout. Oui, c'est une grosse Et période de formation pour vous, en fait. oui, 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 autour du D'apprentissage. cheval, Mm. effectivement, et de comment communiquer avec lui autrement. Et puis il y a eu un grand déclic aussi le jour où j'ai pu aller nager avec les dauphins. Ça date maintenant de je sais plus combien d'années, mais un paquet d'années, 7, 8, 9 ans, 10 ans, je sais plus. Oui, 8 ans, quelque chose comme ça. Et là, ben, c'était vraiment une révélation et de se dire, mais comment maintenant je vais pouvoir rentrer près de nos chevaux et non, ben non, on a tout fait là avec eux, ils sont sauvages, ils sont libres, on ne les nourrit pas, ils ne sont pas conditionnés d'aucune façon, et qu'est-ce qu'on vit avec eux, c'est extraordinaire quoi.
Et donc, je me souviendrai toujours ce jour où je suis rentrée de ce voyage. J'ai été dormir, dors beaucoup dehors, moi, dans un hamac ou sur la terre, enfin. Et là, je m'étais mis un peu en hauteur par rapport à la prairie des chevaux. Et le matin, c'était en juillet, petit matin avec la brume et les chevaux. Et puis, je suis sortie de mon sac de couchage. J'ai marché jusqu'à eux, je me suis assis dans l'herbe et j'ai dit, les amis, on était à 2, 3 jours d'une activité qui allait se faire en résidentiel autour des chevaux. Et je dis, là, je peux plus enseigner comme j'enseigne, il faut qu'on fasse autrement, il faut que vous m'aidiez là. Et donc, ce stage a débuté. C'est un stage où j'accueille des personnes de tout âge. Donc, il y a des enfants, il y a des adultes, des ados. Et on vit 5 jours autour du cheval. Et j'ai commencé en disant, voilà, je ne sais pas où on va aller, mais je vous préviens, ça va être différent. Et donc, c'est là que ça a vraiment switché de sortir de cette équitation dominante et d'explorer autre chose, quoi. Et dans les années qui ont suivi, alors j'ai rencontré via Florentine Van Til, avec qui j'étais en contact depuis des années, qui est Equicoach, chez qui j'ai fait aussi, à l'époque, elle faisait, oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. Il y a, dans tout ce moment de formation là, il y a donc Florentine Valentine en Belgique faisait venir à l'époque des personnes formées par l'américaine Linda Koanoff. Ouais. Et donc là, moi, j'ai suivi aussi une formation en équi-coaching. Et donc Florentine, à un moment donné, bon, dans tous nos croisements, a fait venir Elsa Sinclair en Belgique. Et donc, la première année, je crois que j'ai été auditrice. Ou est-ce que j'ai déjà participé avec un de mes chevaux? Je sais plus. Et donc j'ai rencontré à ce moment-là Elsa, et elle était dans une démarche tellement parallèle à ce que je faisais. Et donc, de fil en aiguille, les stages ont eu lieu chez moi. Donc c'est Florentine qui les organise, et normalement Elsa vient au mois de mai. Touchons du bois, j'espère Ouais. qu'elle pourra venir. Ça fait déjà 2 stages qu'on reporte. Mm. Et donc, ben voilà, là c'est vraiment le même genre de démarche, et euh, c'est c'est du bonheur d'enseigner ça aux gens qui viennent ici. Et donc je suis dans cet élan d'écrire un livre. Ça fait des années que je le dis, mais je crois que cette fois-ci ça va Ah. vraiment pour vraiment expliquer, voilà, sortir de cette équitation dominante qui est intéressante et qui est super. Il faut pas l'oublier. Mais plus on rentre dans autre chose, moins on a besoin d'aller en dominance. On n'a plus besoin. On a juste besoin d'être là et en assertif et le cheval le fait. Et surtout, on laisse la place au cheval de s'exprimer Ouais. et de découvrir tout ce qu'il peut nous offrir, et sa personnalité, et sa curiosité, et c'est incroyable, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se concrétise dans l'approche? Enfin, par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est différent quand vous les abordez au pré Depuis bien longtemps, moi, je proposais aux personnes d'aborder le cheval d'abord en prenant soin de qui je suis là dans l'instant, à ce moment. C'était la première chose qu'on fait quand j'enseigne, et je propose aux gens de rencontrer les chevaux. Après ça, c'est de se rendre compte euh, de, de l'importance de l'espace vital que le cheval définit autour de lui, et en fonction des moments de la journée, de ce qui se passe pour lui, etc. Et d'apprendre aux gens à conscientiser
clairement cet espace vital pour eux-mêmes et pour le cheval. Et donc c'est rencontrer le cheval quand on va dans la prairie, c'est prendre le temps de voir comment les chevaux nous accueillent. Est-ce qu'ils relèvent la tête? Et donc de s'arrêter et de pas rentrer dans leur espace comme ça. Moi je dis, pour les enfants, je dis, si je rentrais dans votre chambre et j'ouvre la porte comme ça brusquement, vous aimeriez ça? Et alors, ils comprennent tout de suite. Et donc, je dis, chaque fois que vous voyez un petit signe, l'oreille qui bouge, le cheval qui vous regarde, ou le cheval simplement qui relève la tête, vous vous arrêtez, vous attendez. Et là, voilà, ça commence comme ça. Les séances à la maison, c'est vraiment écouter le cheval, le regarder, l'observer, et comprendre que le cheval, il recherche en permanence une forme d'équilibre, d'harmonie. Si le cheval est stressé, il cherche très vite à sortir de son stress. Et donc, comment notre présence ne crée pas de situation de stress et de figement. Ça, c'est un apprentissage pour nous de se rendre compte de ça. Si je reste tout le temps au même endroit, près du cheval, ça peut créer des états de figement. Et, enfin voilà, c'est vaste, et en même temps, il y a moyen, par une trame assez simple, d'amener les personnes à prendre conscience de ça, et du coup à s'ajuster, à faire des demandes au bon moment. Si je veux être un bon leader chez le cheval, c'est ça, c'est avoir une bonne idée au bon moment. Alors ce que je vais demander, si mon cheval est hyper stressé parce que ses copains partent en balade et que lui est dans la piste, si j'attends quelques minutes, que je regarde avec mon cheval dans la même direction parce que les copains partent, et puis que je fais ma demande, j'aurai du succès. Si au moment il est inquiet et parce que les autres partent et que je fais ma demande, je vais louper le coche. C'est toutes des choses comme ça, d'ouvrir la conscience des personnes à ça, et à observer et mieux comprendre encore, pour finalement se rendre compte que dans cette équitation éthologique où il y a des phases, phase 1, phase 2, phase 3, et pour mettre de l'inconfort, il n'y a pas toujours besoin. Parfois, on doit mettre de l'inconfort parce qu'il y a une urgence, parce que là, je sais pas quoi. Mais plus on a exploré la relation autrement, plus on se rend compte qu'il n'y a pas besoin. Mais il n'y a pas besoin. C'est ce que vous définissez du coup comme la guidance plutôt que la dominance? Oui. Alors moi, je parle de guidance. Alors j'aime pas trop ce mot. On cherche un autre mot, mais guidance passive, guidance assertive et guidance dominante. Et les trois, et on jongle avec les trois. Donc l'avantage de la guidance passive, c'est qu'on fait jamais d'erreur. Et quand on va dans la guidance dominante, alors là, c'est vraiment important d'avoir un bon instructeur qui nous indique un bon feeling, un bon timing, et pour beaucoup de personnes, en tout cas les personnes qui viennent ici, elles sont en recherche souvent d'un autre mode de relation avec le cheval, donc c'est facile de partir de la guidance passive et puis d'aller dans la guidance dominante. Alors les gens qui viennent et qui ont déjà un bagage, en fait, comme ils viennent avec cette démarche de faire autrement, c'est pas trop compliqué de s'ouvrir à ça. Et puis les personnes à qui ça convient pas, elles s'en vont. Ouais. Ou elles ne viennent pas. C'est aussi clair. Et les chevaux aussi, donc au fil des années, on a mis nos chevaux pieds nus. Donc ça a fait partie aussi de toute cette démarche de faire autrement. Le fait de mettre les chevaux pieds nus. Et alors aussi, il y a tout ce... Donc, quand les personnes viennent à la maison, il y a prendre soin de soi et de qui on est, et savoir avec quoi je viens vers le cheval, d'apprendre à connaître le cheval. Mais il y a aussi, si les personnes veulent monter à cheval, alors là il y a tout ce travail de conscience du corps que j'enseigne aussi, et qu'on enseigne ici,
pour être un cavalier le plus léger possible. Et donc ça, c'est aussi léger possible et se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'outils, hein. Si on est à cheval et qu'on regarde à droite, ben, le cheval, il va tourner à droite. Si on a ajusté, si on a pris ce temps-là, voilà, il n'y a pas besoin de rêne, il n'y a pas besoin, pour arrêter le cheval, il n'y a pas besoin de rêne non plus. Enfin voilà, cette accordance-là, elle est aussi passionnante à faire découvrir, quoi. Donc la guidance passive n'exclut pas le fait de monter et d'être un petit peu plus dans Non, l'équitation, quelque non, part. non, non, pour moi pas. Mais de par comment dire, je- pour moi, être à cheval nécessite vraiment des prérequis pour le cavalier. Et alors aussi de prendre soin vraiment du corps du cheval. Alors nous, on a toute une démarche de massage du cheval pour informer le cheval de détendre sa musculature superficielle pour utiliser ses muscles profonds. Parce que souvent les chevaux nous reçoivent en tant que cavaliers dans une structure musculaire tendue. Et donc c'est les muscles profonds, superficiels qui sont bloqués et Hmm. ils n'utilisent pas leur musculature profonde. Et donc on a des lésions au niveau du dos, de ci, de là, chez les chevaux. Et donc nous, on pratique et on propose aux chevaux ce type de massage qui les informe de détendre les muscles superficiels et d'utiliser du coup les muscles profonds et de nous porter du coup de façon plus adéquate et plus confortable pour eux. D'accord. Donc ça c'est aussi tout chez nous on n'est pas cavalier si on n'expérimente pas ça. Et nos chevaux, alors l'avantage c'est qu'une fois qu'on les a massés comme ça quelques fois, ils sont informés. Donc il suffit de toucher certaines zones Hmm. et les chevaux disent ah oui, ok, ok. Et les chevaux eux-mêmes peuvent se mettre dans cet état d'écoute de leur propre corps, quoi. Ah ouais. Et donc ça Et, c'est vraiment important pour nous. et du coup, dans cette approche, on dit finalement qu'il est possible d'éduquer le cheval sans pression, sans monter en phase, avec la guidance passive, et tout en étant en sécurité. Euh, alors moi je jongle avec les deux. J'invite les gens à beaucoup rester en guidance passive, Mhm. mais enfin et quand ils ont envie vraiment de faire quelque chose avec le cheval, parce que le passif, c'est l'un fait quelque chose et l'autre suit, et puis il y en a l'autre, celui qui suivait fait quelque chose et Ouais. l'autre suit. Donc voilà. Après, on a quand même des envies, on a envie de sortir en balade, on a envie de même à pied, Ouais. hein, et quand les chevaux vivent en troupeau comme chez nous, bah ils n'ont pas toujours l'élan de quitter le troupeau. Donc voilà, ça demande parfois de passer d'avoir des idées et d'avoir envie de faire des choses. Hmm. Et donc, souvent, il y a juste besoin de faire une proposition. Et donc là, on reste en assertif. Il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de. Et le cheval le fait. Et quand on doit aller en dominance, ben c'est une dominance qui est vraiment ajustée, avec un bon timing, un bon feeling. Et Hmm. le cheval, voilà, une fois qu'il a dépassé, surtout si en plus on a utilisé cette guidance dominance à un bon moment, plutôt que de l'imposer au cheval à un moment où il est stressé, etc., ben, ça coule. Donc oui, on jongle avec les trois et moi je me rends compte qu'on est finalement beaucoup en assertif. Ouais. On fait des propositions et ça marche. C'est un cercle vertueux, j'imagine. Après, si les chevaux ont appris à fonctionner comme ça, ils sont peut-être aussi plus volontaires, plus connectés à vous, plus Assez disposés. oui, toutes les séances qui ont lieu, en tout cas à pied, on fait bouger les chevaux en liberté, des choses comme ça. Et on s'arrête, on fait un petit retour pour le groupe.
les chevaux ils viennent et hop, ils se mettent là, Mm. les têtes sont là. Donc oui, ils sont très très participatifs, hein. Ouais. En fait, ce que j'entends, c'est quand même cette notion de prendre beaucoup plus le temps pour les écouter et accepter aussi que potentiellement ils sont pas, enfin ils peuvent dire non ou ils peuvent ne pas Ah, ils avoir envie peuvent de dire quelque non. Moi, chose chez ou moi, ils voilà, peuvent dire, c'est ils ça. peuvent dire non. Ouais. Après, ce qui est intéressant, c'est que si le cheval dit non, pourquoi est-ce qu'il dit non? Par exemple, Mm. un des cas, je trouve enfin, moi, je vais en parler. Euh, Quand on selle un cheval, par exemple, et que le cheval mord, Mm. moi, dans mon très ancienne équitation, j'ai entendu, on frappe le cheval, arrête sale bête, Mm. ou tiens-moi le cheval pendant que je le selle, enfin voilà. Et là, pour moi, voilà, ça commence là. Le cheval me mord, ou en tout cas fait mine de me mordre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cheval a mal? Est-ce que le cheval n'a pas envie? Donc, première chose, est-ce qu'il n'a pas mal? Parce que s'il a mal au dos, si là, d'abord on prend soin de son dos. Ok, Mm. il a pas mal au dos. Ok. Est-ce qu'il a peur? Parce qu'on l'a sanglé comme une brute, ou parce qu'il a eu mal au dos et qu'on a quand même sanglé. Donc s'il y a une peur chez le cheval, alors là, c'est là que ça devient intéressant. C'est comment dialoguer avec lui pour le rassurer, lui dire, écoute, pour le moment, toi, t'as pas mal au dos, t'as plus mal nulle part, ça c'est sûr, on a vérifié, on a pris soin de ça, mais t'as une mémoire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ta mémoire? Parce qu'elle est là. Et donc je vais prendre soin de ça. Et donc je laisse le cheval me dire, par retourner, essayer de mordre, ok, je dis, ok, et je caresse, je dis, ok, on va faire doucement, hein? Et on avance comme ça, et on écoute le cheval, et on arrive à sangler le cheval. Et la mémoire, au fur et à mesure, il y a des chevaux à la maison. Au début, je disais, maintenant, quand quelqu'un voulait sceller le cheval, je dis, écoute, là, c'est pas toi qui vas le faire. On va demander aux quelques personnes qui sont vraiment... Et tu vas regarder ce qui se passe. Et, et voilà, pour que le cheval aussi sente qu'on prend soin de ça. Et donc petit à petit, le cheval se décrispe et c'est possible de le sceller. Parfois, c'est difficile de faire la différence entre la douleur et la mémoire de la douleur, je trouve quand même. Oui, oui, la douleur, mais si quand même, il y a des, en tant que vétérinaire évidemment, il y Oui. a des explorables. Bon, on peut vraiment d'abord palper sans avoir la selle, même qui est pas visible ni quoi ni qu'est-ce. On peut vraiment palper le dos, voir ce qui Mm. se passe. Euh, Toucher au niveau de la sangle, alors qu'il n'y a pas la selle. Donc il y a quand même des observables. Est-ce que le cheval a encore mal, quoi? Mais effectivement, il y a des réflexes conditionnés qui sont là de par la mémoire, hein, ça c'est sûr. Surtout au niveau de la sangle. Encore le dos, ça je pense que c'est plus fiable. Mm. La sangle, c'est vrai que dès qu'on touche la sangle, parfois il y a certains chevaux qui peuvent encore réagir. Ouais. Mais voilà, en tout Euh, cas, c'est important de vérifier ça, quoi. Parce que sinon, c'est Bien sûr sûr. qu'on est avec un cheval qui est complètement stressé, tendu, et même s'il n'a plus rien, ben, il va se recréer quelque Ouais. chose puisqu'il est tendu. C'est intéressant, du coup, ça soulève le fait que vos connaissances de vétérinaire alimentent quand même aussi votre métier maintenant Oui, et d'hypothérapeute. j'oublie parfois que je suis vétérinaire, j'ai l'impression que tout le monde connaît ça. Ouais. Donc je dois me souvenir que non, il faut... euh, oui, effectivement. Ouais, vous êtes basé quand même sur des connaissances très scientifiques, Oui, oui, avérées, qui alimentent oui, derrière une démarche. oui, tout à fait. Ça me fait penser à ce que vous dites sur le fait que le cheval dans la nature, il n'a pas besoin de nous. Mhm. Euh, et du coup, nous, on recherche la relation avec lui, mais est-ce que lui, naturellement, la rechercherait avec nous? Et comment aujourd'hui trouver cet équilibre entre nous, on a envie d'être avec eux, mais en respectant cette nature Oui. Alors, j'ai plein d'histoires à raconter là-dessus. Entre autres, une dame qui venait à la maison. Il y a un cheval qui était en pension chez nous, qui lui a été confié parce que la propriétaire était partie en voyage.
Et donc, cette dame, pour des raisons de santé et de poids, ne montait pas à cheval, mais s'occupait beaucoup de ce cheval et venait, elle habitait Bruxelles, elle faisait 70 kilomètres pour venir jusque chez nous, et elle s'occupait du cheval. Et c'était un cheval avec un tempérament bien speedé et pas mal de caractère. Et cette dame était assez frustrée parce qu'elle amenait toujours des carottes et des ci et des là, enfin bon. Et le cheval, le cheval était parfois dans des prairies de 10 hectares, et quand elle arrivait, le cheval, il ne venait pas. Et elle était dans l'attente, mais moi je fais tout ça pour ce cheval et il ne vient Ouais. pas, quoi. Il est là avec... Enfin bon. Et elle prenait des séances individuelles avec moi pour être en relation avec le cheval, etc. Et un jour, voilà, je lui dis, écoute, voilà, ce que je te propose, c'est que tu vas arriver, tu vas prendre un petit tabouret pour ton confort, tu vas pas prendre de l'école, et tu vas t'asseoir au milieu de la prairie, et tu vas attendre. Ça, c'était la fin de la séance qu'on avait eue ensemble. Elle repart chez elle, et puis le le rendez-vous suivant que nous on avait, c'était 15 jours ou 3 semaines après. Et puis il a lieu ce rendez-vous, et elle me dit, écoute, quand je suis rentrée chez moi, j'ai failli te téléphoner en disant que c'était terminé, je m'occupais plus de ce cheval, j'en avais marre. Et puis j'ai quand même eu l'élan de prendre ce tabouret et de t'écouter. Mais elle a failli, hein, ne pas le Mm. faire. Mm. Et elle a pris ce tabouret, elle est allée s'asseoir au milieu des 10 hectares, c'était une très longue prairie de 600 mètres, et, et le cheval est venu. Et le cheval est venu. Et ça a été pour elle un déclic, de se dire, ça me fait penser, tu vois, quand tu dis, bah oui, on est nous dans l'attente, mais non, les chevaux sont curieux, les chevaux, si on va dans un troupeau de chevaux sauvages, je suis sûre que si on... D'ailleurs, il y a une histoire, enfin moi c'est une légende que j'ai entendue, et je pense que c'est écrit dans un livre, mais les premiers hommes qui ont apprivoisé les chevaux, c'est ça, ils partaient, et ils allaient s'asseoir à quelques dizaines, centaines de mètres du troupeau, et puis le troupeau, un beau jour, l'humain qui était là assis, ça faisait partie du paysage, et donc ils venaient brouter autour de lui, et puis voilà. Donc ils sont curieux, ils vont venir, ils vont venir. Mais arrêtons de les en... Ouais. Et C'est donc, vrai on que... peut être dans une forme de relation où ils sont eux aussi heureux d'être en contact avec nous. C'est Ah, ça qui est. complètement. Pour moi, oui. Mais je n'ai que des exemples comme ça à chaque séance. Les chevaux sont... Alors ils se mettent à bâiller, ils se mettent ils viennent près de nous, ils bâillent, ils baissent la tête, ils sont avec nous dans les cercles. Les chevaux aiment notre compagnie, mais soyons autrement. N'ayons pas autant d'attentes. Il y a les attentes qui bloquent nos attentes. On est tout le temps, ah oui, mon cheval ne va pas regarder, mon cheval ne vient pas. Je me souviens bien encore avant je pense que c'était même en... Ah non, j'étais déjà dans l'équitation éthologique. Mais j'ai été appelée à l'époque plusieurs fois pour des personnes qui savaient, je ne sais pas attraper mon cheval en prairie. Et c'est hyper simple, quoi. C'est hyper simple. Il faut arrêter d'attendre, quoi. Mm. C'est vraiment être autrement avec le cheval, quoi. Et accepter, peut-être, oui, ça prend du temps. On a l'impression que ça va prendre du temps, et en fait, on gagne du temps. On gagne du temps. Ce temps qu'on passe, parce qu'on va découvrir qui est son cheval. Découvrir qui il est, est-ce que c'est un cheval, son tempérament, sa façon d'être avec les autres, ça va nous éclairer aussi. Est-ce que c'est un suiveur? Est-ce que c'est un qui guide? Est-ce qu'il est suivi, ou est-ce qu'il est quelle forme de dominance il exerce sur les autres? Parce que c'est pas parce qu'un cheval a une attitude dominante qu'il est dominant, Mm. qu'il est le dominant. Les attitudes dominantes sont hyper révélatrices. Le cheval qui va juste baisser les oreilles et tout le monde s'écarte, ça c'est un dominant. Mais celui qui va charger et mordre, dans la hiérarchie, il est pas très loin. Donc voilà,
Enfin, on peut en parler des heures. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est une approche qui, euh, qui implique de renoncer à un certain nombre de choses et qui, du coup, est pas encore forcément entendable euh, par le milieu équestre, je pense, parce que voilà, il faudrait renoncer à beaucoup de convictions qu'on a, de façons de faire, Oui, de préjugés aussi. oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est, c'est vraiment oser changer notre regard et changer de point de vue. Mais je crois que de toute façon, même dans le monde aujourd'hui, il faut changer de point de vue. Donc, Mm. euh, Ouais. et donc le cheval nous apprend peut-être un peu ça. La relation au cheval, de toute façon, je trouve, fait beaucoup écho aux relations humaines et Oui, à beaucoup d'autres choses. oui. Ah, mais le nombre d'enseignants qui viennent chez moi, donc d'enseignants aux humains, Mhm. donc que ce soit des instituteurs, des profs d'UNIF, enfin, quand ils viennent et qu'ils découvrent cette façon d'être avec les chevaux, c'est le nombre de retours. Ou les éducateurs aussi, les éducateurs ils disent mais c'est incroyable quoi, si ce que j'apprends ici avec les chevaux et puis avec les enfants, mais c'est d'une évidence et ça les aide réellement dans leur milieu quoi, professionnel. Ouais. Donc oui, moi je me réjouis que ça puisse avoir des gouttes d'eau et que ça qu'au travers de la relation avec le cheval, on puisse euh, euh, aussi envisager les relations avec les humains autrement. Ouais. D'où l'essor de l'équi-coaching et de toutes ces pratiques un Oui, petit peu oui, alternatives aussi. oui. Il y a un autre aspect quand même dans votre pratique, c'est que vous êtes formé aux pratiques chamaniques. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on dit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors là, là c'est un chemin, comment dire? Le lien à la nature a toujours été pour moi très très soutenant, très ressourçant, très euh, et donc de par mes rencontres, euh, c'est au travers de la découverte de ma voix chantée que, j'ai cheminé avec le chamanisme. Euh, donc, en quelques mots, j'ai participé, je devais avoir une trentaine d'années, à un stage de développement personnel où le formateur demandait, donc il avait un tambour, donc c'était pas du tout un stage de chamanisme, c'était un stage de développement personnel, il est psychothérapeute, et il prenait un tambour et il demandait de danser et chanter spontanément, voilà, et on était un groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes. Et là, je me suis mis à chanter et je me suis dit, waouh, c'est Mm. quoi là? T'es qui toi? Et donc, j'ai, de- à partir de ce moment-là, j'ai cherché à chanter. Bon, je chantais bien un peu comme ça, mais dans mon enfance, et le chemin, enfin, j'avais reçu une information, arrête de chanter, tu chantes faux. Donc moi, je m'étais arrêté de chanter. Mm. Et donc, voilà, dans ce parcours de découverte de ma voix, j'ai rencontré plusieurs personnes, dont une qui était aussi en lien avec le chamanisme. Et donc c'est là que j'ai commencé à chanter
à découvrir ma voix, à explorer ma voix de façon spontanée et pas du tout guidée. Et par ailleurs, commencé à participer à des chorales, etc. Euh, et donc, c'est vraiment, ça a été le fil conducteur. Et donc, j'ai fait un tas de stages autour du chamanisme. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui est vraiment important pour moi, c'est, comment dire, le chamanisme, en fait, à un moment donné, dans ce que j'ai commencé à transmettre autour de ça, je me suis interrogée, mais qu'est-ce qu'on va utiliser comme mot? Et donc, bon, bah, l'évidence, c'était chamanisme, puisque c'était le mot le plus accordé. Mais je me suis rendu compte combien ce mot était coloré. Ouais. Alors, soit on vous dit, on vous dit chaman et du coup vous êtes presque un dieu. Et ou alors c'est au secours, ça c'est vraiment dangereux, c'est des pratiques et voilà. Donc on est et donc aujourd'hui, j'en suis à me détacher du mot, du nom, pour pouvoir être encore plus, comment dire, décoloré de ces deux opposés et d'offrir quelque chose qui est... Alors moi je parle de reconnexion à la nature, de connexion à la nature. Euh, et ça permet d'ouvrir à plus de monde Ouais. et d'être décoloré d'un... Voilà. D'a C'est... C'est d'a comme ça priori ou qu'aujourd'hui, de je pense que sur mon site, c'est encore noté chamanisme. Je ne sais pas trop ouais. voilà, ça va évoluer encore. Mais pour moi, c'est important de... euh, j'ai beaucoup de respect pour les traditions anciennes. Je ne suis pas reliée à une tradition en particulier. Et moi, ma tradition, elle est vraiment issue, peut-être un jour j'écrirai aussi un livre là-dessus, mais elle est vraiment issue des enseignements que je reçois directement au travers de mes expériences avec la nature. Et finalement, moi, c'est ça qui est important pour moi. C'est qu'est-ce que, comment je peux vivre en lien avec la nature et dans le respect et en tirant des enseignements de ce que j'observe, je vis, etc., quoi. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Et de pouvoir transmettre ça aux enfants. Et il y a d'ailleurs maintenant tout un mouvement d'apprentissage scolaire, enfin d'école, qui sont en lien avec la nature. Et moi, je suis assez investie, pas encore assez à mon goût, mais quand même autour de moi, pas mal de personnes sont dans cette mouvance-là. Et il y a beaucoup de choses qui se font. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais pas, peut-être qu'un jour le lieu ici aussi, il est déjà ouvert à ce genre de choses sous forme de stage pour enfants, pour des écoles qui viennent parfois, et avec les chevaux, sans les chevaux. Donc voilà, je ne sais pas où ça va nous mener, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et j'ai moi-même des petites filles maintenant, deux petites filles, et donc je me réjouis de les voir, Ah de oui. leur transmettre ça aussi. Et peut-être, voilà, je ne sais pas si ça prendra une forme autre que familiale, mais En tout cas, sans doute. j'ai l'impression que ça résume bien votre démarche et votre approche, la reconnexion à la nature. Et parmi tout ça, en fait, il se trouve qu'il y a les chevaux, mais finalement, vous êtes dans une démarche plus globale Oui, de la démarche est reconnexion à plus la nature. globale, mais et le cheval est central, parce que le Mm. cheval est une très bonne porte d'entrée Oui, pour tout ouais. ça. Et c'est un grand... Moi je dis, le cheval, il a été... Enfin, il est mon compagnon, il est mon thérapeute, il est mon... Je sais pas, tout ce qu'on peut mettre, mais oui, compagnon, ami, thérapeute, Mm. c'est...
un enseignant. Voilà. Avec ce parcours que vous avez vécu qui est extrêmement riche, quel regard vous portez sur la formation de vétérinaire? Est-ce que vous trouvez que ça manque justement d'approche un petit peu alternative, d'une autre conception de l'approche aux chevaux ou en tout cas des animaux? Comment vous voyez les choses? Dans si on parle d'un pays utopique, là où un enseignement utopique, j'ai toujours eu l'élan, mais je n'ai pas fait la démarche et je vois pas comment la faire, mais de pouvoir enseigner aux étudiants comment aborder les animaux euh, sur base de toute cette expérience. Mm. Moi, je me souviens trop bien de ces cliniques où on était des équipes de 5-6 jeunes doctorants. Donc, il y avait un dernière année, puis on est sur 3 années, quoi, hein. On Mm. était des petites cellules de 4-5 étudiants. Et on avait à l'époque ce qu'on appelle des cliniques tous les matins. Et quand il y avait les cliniques équines, donc, dans notre équipe, c'était une équipe qui était liée pour toute l'année. Donc, il y avait des jeunes étudiants qui connaissaient pas les chevaux et qui avaient peur des chevaux. Mm. Et donc, ou alors des brutes finies, quoi. Et donc, j'aurais envie, il faudrait pas grand-chose, hein, des petits ateliers pratiques. Pour voilà, éveiller les étudiants, ceux qui ont peur, à les rassurer, et ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui disent connaître, leur ouvrir un peu les yeux, quoi, Mm. pour aborder l'animal autrement. Parce que je pense il y a beaucoup de vétérinaires qui ont cette capacité naturelle. Et heureusement, finalement, dans cette guidance passive, c'est que on a mis un mot. Moi, je dis toujours aux gens quand ils arrivent à la maison, en fait, on n'a rien inventé, hein. Les grands cavaliers, Mm. les bons vétérinaires, les hommes de la nature, ils ont ça naturellement, cette guidance passive. Ils observent, ils regardent, et juste que c'est maintenant on peut le nommer, donc on peut l'enseigner. Donc si on peut l'enseigner, c'est génial parce que ça va faire gagner beaucoup de temps à des étudiants qui au départ n'ont pas ce feeling, ou cet appel, qui font ça Ouais. parce que c'est vrai qu'il y a encore des étudiants qui font ça parce qu'on gagne bien sa vie, quoi. Mm. Je pense, malheureusement. Mais voilà. Super Donc intéressant. oui, c'est quelque chose que dans les écoles de maréchalerie aussi, parce que Ouais. moi je suis devenue aussi pareuse, donc je m'occupe des pieds des chevaux Mhm. nus, et il y a vraiment, c'est basique, quoi. Comment prendre le pied d'un cheval? Comment demander à un cheval de me donner le pied? Et Mm. pas prendre le pied du cheval. Et comment, quand le cheval est... Parce que moi, j'observe en tant que pareuse, les chevaux, ils sont ou vieux, ou fatigués, ou jeunes, ou ils ont mal quelque part, ou ci ou là. Donc ils demandent de rendre le pied. Donc moi, je rends le pied, et puis je prends un autre, et on change. Oui, mais un maréchal ferrant, c'est le pied gauche, antérieur, jusqu'à la fin, de A à Z, et puis le droit, et puis si, ou peut-être il Mm. part les 4 pieds, et puis mais voilà, et on voit tout de suite comment on peut communiquer déjà là avec le cheval. Et j'ai eu des séances magnifiques avec des vieux chevaux qui étaient parés par un maréchal ferrant. Et je suis arrivée là, c'était l'horreur, hein. Il y en avait un, quand j'arrivais à au moins 3 mètres de lui, il avait les oreilles baissées, prêt à me foncer dessus. Il y en a un autre, il était dur comme du bois, c'est tout juste s'il pliait les jambes pour me les donner. Ouais. Et le troisième, il cavalait. Mm. Et voilà, au bout de X séances, ces chevaux, ils m'attendaient, quoi. C'était juste magnifique. Parce que j'ai pris le temps, j'ai dit à la personne, ici on va faire autrement, quoi. On va prendre le temps, tu vas voir. Et voilà. Ça C'est ça nécessite de c'est dépasser ça un qui petit est peu les... passionnant, quoi. C'est Ouais. que Faut pareil, dépasser un quand petit peu on soigne un cheval, quand un cheval est blessé et qu'il faut absolument le doucher, intervenir ou quoi ou qu'est-ce,
plutôt que tout de suite anesthésier, etc., il y a moyen de faire autrement, quoi. Je dis pas qu'il faut pas anesthésier à certains moments, hein, mais les chevaux qu'on ferre et qu'on doit ferrer anesthésier aussi. Parce que le cheval a peur, parce que si, parce que là, enfin... Oui, il y a un chemin à faire là. Ouais, Peut-être un jour c'est j'aurai le sûr. courage, je sais pas. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez pour le monde équestre de demain, justement? Ah oui, oui, de pouvoir écouter le cheval et d'apprendre à écouter, apprendre aussi parce que alors c'est à l'inverse, les gens qui viennent à la maison, c'est parfois ils n'osent pas prendre leur place parce que le cheval c'est ça, il apprend à prendre sa place. Et donc c'est aussi oser dire non. C'est non, Mm. non, là je suis pas d'accord, là j'ai besoin de cet espace-là, là non, tu ne me rentres pas dedans. Et le cheval c'est un excellent professeur quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Il faut juste s'ajuster quoi. Bon, ben merci beaucoup, Karine. Avec grand plaisir. C'était passionnant. On va suivre du coup de près si jamais Oui, vous intervenez auprès des vétérinaires pour porter un petit peu oui, votre oui. patte. Ok, merci Merci beaucoup. Mais ça beaucoup. me fait toujours plaisir d'intervenir comme ça, mais je me rends compte que c'est gai. C'est gai de transmettre et de savoir que ça va faire des petites gouttes. Ouais, ouais, ouais. Et puis de sentir qu'on n'est pas tout seul Ah oui, dans oui, ces oui. démarches-là et dans Oui, ces approches. ça fait quand même je dirais une bonne dizaine d'années maintenant, hein, Mm. même un peu plus. Je dirais 15 ans qu'on sent que ça bouge, quoi. Ouais, Vraiment, doucement mais sûrement. oui. Mais là, quand même un peu plus. Depuis 4-5 ans, beaucoup plus, je trouve. Ouais, Mais évidemment, je vis dans un milieu. Je ne retourne pas trop dans le milieu trop traditionnel. c'est ça. C'est pour... Bon, merci beaucoup. Voilà, À merci. bientôt. Oui, au revoir. C'était Karine Tirant, vétérinaire, hippothérapeute, pareuse pieds nus, spécialiste en éthologie équine et communication intuitive, formée aux pratiques chamaniques et à la thérapie vocale. Du son des chevaux sur le bitume à son projet d'écriture de livre, je trouve que Karine nous a livré avec beaucoup de simplicité son parcours de vie passionnant auprès des chevaux. Et j'ai déjà hâte de voir la suite, mais aussi, je vous le cache pas, de pouvoir aller en stage chez Karine dès que possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Alors vous vous dites peut-être que c'est pas grand-chose ou que ça sert pas à grand-chose, mais en fait, comme le dit Karine, chaque goutte d'eau compte et partager le podcast autour de vous, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Je vous mets dans les notes de l'épisode toutes les infos si vous souhaitez en savoir plus sur Karine et ce qu'elle propose dans son domaine en Belgique. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux. À bientôt!